Aujourd'hui, je vais parler plus précisément de recherche UX. Et avant de commencer à vous expliquer un petit peu ce qu'est la recherche UX et ce qu'on entend par recherche UX, je vais commencer par un petit jeu. Alors, je pense que parmi vous, certaines ou certains ont déjà été au collège, ont eu un parcours scolaire, donc se sont peut-être retrouvés face à un symbole de ce type. Alors, je laisse quelques secondes si vous voulez essayer de trouver ce symbole et sa signification. Alors, je donne la réponse. Donc, c'est un Mexicain sur un vélo vu du haut. Donc, pourquoi j'ai voulu aborder cette conférence par ce petit jeu? Ce n'est pas forcément pour l'aspect très stéréotypal de la réponse, parce que pour information, tous les Mexicains n'ont pas un sombrero, mais c'est plus pour le mécanisme de sa réponse. Quand on m'a proposé de faire cette conférence, j'ai pensé à ce symbole et je me suis dit, ce qui m'intéresse dans le mécanisme de cette réponse, c'est cette notion de vérité. C'est qu'au final, en changeant d'angle de vue ou de point de vue sur les choses, on peut voir totalement autre chose et on peut comprendre une autre vérité. Alors, ce qui semble un petit peu rigolo et totalement anecdotique, on se rend compte que parfois, il s'applique à d'autres types de sujets. Et ce qui nous semble aussi indiscutable comme une figure géométrique, et mathématiquement et techniquement indiscutable, peut être reconsidéré en fonction du point de vue. Et l'intérêt, et ce que je voulais montrer par cette petite animation, c'est l'intérêt d'aller collecter d'autres points de vue et d'essayer de toucher à la vérité en rencontrant d'autres personnes. Donc, j'ai intitulé ma conférence « La recherche UX ou l'art de tendre vers la vérité ». Alors, comment est-ce qu'on va faire? Alors, précisément, je vais vous parler d'enquête. On va aller enquêter. Enquêter, qu'est-ce que ça signifie? Alors, enquêter, ça vient du latin « inquirere », qui veut dire « rechercher ». Et l'enquête, ce qui m'intéresse, c'est que c'est fort en symbole et on a tout de suite une image d'un enquêteur, d'un détective qui va mener l'enquête sur un crime. Et au final, dans mon métier de chercheur UX, on n'est pas si loin de ça, puisque à la traduction du Larousse, c'est rechercher la vérité par l'audition de témoins. Donc nous, on va parler d'utilisateurs, d'usagers, de citoyens, et l'accumulation d'informations. Et c'est exactement ce qu'on va faire en recherche UX. Alors, qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on va essayer de comprendre? Justement, avec une enquête, on va essayer de comprendre un contexte. On va essayer de comprendre qui sont nos utilisateurs, comprendre leur situation, quelles sont leurs méthodes actuelles par rapport au sujet qui nous intéresse, comment ils font, comment ils vivent. On va essayer de les qualifier et pour ça, on va les rencontrer. Ça va aussi nous permettre, l'enquête, de valider des choix techniques, valider une idée générale ou valider même des sujets marketing. Et enfin, et je vais l'aborder au fin de cette conférence, ça va nous permettre de valoriser un sujet auprès de nos utilisateurs. Je reviendrai là-dessus par la suite. Donc, toute la conférence sera basée sur ces trois grandes notions. Donc, enquêter pour comprendre. Comprendre, très simplement, vous avez ici une idée. Vous avez eu, pour ce Hacking Industry Camp, une idée, un projet qui répond certainement à une problématique que vous envisagez juste. Face à vous, vous allez avoir des besoins et des envies d'utilisateurs, des besoins réels et des envies d'utilisateurs. Et vous partez d'une hypothèse simple, qui est de dire que vous avez envie que votre projet, que votre idée réponde parfaitement aux besoins et aux envies des utilisateurs. Malheureusement, d'expérience, on se rend compte que la plupart du temps, ce schéma n'existe pas. Et très souvent, on va se rendre compte que notre idée est bien plus importante et elle est bien plus dense que les envies et besoins des utilisateurs. Ce n'est pas dramatique parce que finalement, ce qui va nous intéresser, c'est cette zone de rencontre. C'est la convergence entre ces deux cercles, entre une idée et un besoin utilisateur. Ça, c'est un cas plutôt positif parce que malheureusement, très souvent, vous allez avoir ce type de schéma, c'est-à-dire une idée, un projet, et qui a milieu des vrais besoins utilisateurs. Et dans ce cas-là, ça va être difficile de raccorder les deux cercles. Alors comment on fait maintenant pour trouver
cet équilibre et pour avoir un projet qui coïncide avec les réels besoins des utilisateurs. On va faire des enquêtes qualitatives. C'est une méthode dont je vais vous parler aujourd'hui. Il y a d'autres méthodes, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'enquêtes qualitatives puisque c'est une méthode que vous allez pouvoir appliquer pendant ce Hacking Industry Camp. Et je vais vous en parler au travers de 2 exemples qui sont l'entretien individuel et le focus group. Alors, à quoi ça sert finalement de faire une enquête qualitative ? Ça sert à interroger des personnes concernées par vos projets pour comprendre leur contexte et pour mieux qualifier leurs besoins. Alors, je vais vous parler de d'un exemple de projet concret dans lequel on a fait un entretien individuel. Vous connaissez certainement pour les Strasbourgeois ce lieu emblématique qui est le Vaisseau. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne sont pas strasbourgeois, c'est un lieu dédié à la science pour les petits et les grands enfants, donc pour découvrir la science au travers d'activités multiples. Et du coup, ils ont fait appel à nous en 2019 pour faire une série d'enquêtes sur le terrain, pour comprendre plus justement leurs utilisateurs, pour mieux les qualifier, dans l'optique, à terme, de faire évoluer leur site Internet. Et du coup, comment on a procédé ? On a procédé en réalisant ce qu'on appelle des proto-personas dans un premier temps. Donc un proto-persona, je vais revenir dessus par la suite, c'est une hypothèse. On formule une hypothèse, mon client type, mon utilisateur type, il ressemble à ça. Donc pour ce projet, on en a réalisé 6 ou 7. Et on est allé confronter cette hypothèse, ce proto-persona, à la réalité. On est allé sur le terrain avec une série de questionnaires, avec un protocole d'enquête, et on est allé les interroger pour mieux comprendre et pour valider ou invalider nos hypothèses. Et du coup, on sort ce type d'infographie au final, qu'on appelle donc un persona. On passe du proto-persona au persona, où on comprend mieux des critères d'activité, des accès à Internet ou à des solutions numériques, des avis sur le projet qui nous incombe, donc là sur le vaisseau en question. Et on arrive à dresser une sorte de figure et d'emblème à l'utilisateur. Un portrait robot de l'utilisateur, on pourrait dire. En plus de ça, ça nous a permis aussi d'avoir des grandes tendances de fond, puisqu'on est allé faire se confronter une enquête qualitative avec une enquête quantitative, donc fait auprès d'un nombre important de personnes. Et ça nous permet d'avoir des résultats assez intéressants. Par exemple, un de ces résultats, il s'attendait à avoir au vaisseau un public des enfants qui avaient en moyenne 8 ans. Il s'avère qu'en réalité, la majorité des enfants présents sur le vaisseau ont 4 ans. Donc ça change assez radicalement leur choix en matière de communication. Et il a fallu réfléchir à comment adapter leur communication. Alors un autre exemple finalement, je vais vous parler du Labidouille et d'un focus group qu'on a réalisé pour le Labidouille. Donc le Labidouille, c'est une structure qui est installée au KM0 à Mulhouse et qui a développé ou qui est en train de développer un miroir connecté pour des personnes âgées. Donc le concept est simple, c'est proposer à des personnes âgées qui sont à domicile d'avoir un miroir qui les conseille et qui les surveille entre guillemets pour comprendre s'il y a des situations dangereuses. Donc on a fait une sorte de focus group avec des personnes aidantes, des aidants, c'est-à-dire des personnes qui les côtoient au quotidien, pour savoir si le miroir et si cette idée avait du sens. Et donc voilà une petite photo du focus group, masqué, c'était l'été dernier. Et du coup, ça a permis, ce focus group, de rassembler autour d'une même table des personnes qui sont impliquées, qui vivent au quotidien cette situation. Et donc ça a permis de créer le débat, créer l'échange et de confronter des discussions et de confronter des idées. Donc ça nous permet assez facilement d'obtenir des résultats assez intéressants et de nous poser des questions justes sur le projet. Alors, un petit conseil si vous voulez faire une enquête qualitative. Déjà, c'est de recruter les bons utilisateurs. Je vais vous parler à la fin de cette conférence d'un outil simple, le proto-persona, j'en ai déjà parlé, qui va vous permettre de mieux identifier ensemble les utilisateurs que vous pensez justes. Et donc, c'est de faire ces enquêtes auprès des personnes concernées. C'est de mettre là où les personnes en confiance dès le début. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément les marteler de questions dès le début, mais vous allez les mettre en confiance, leur proposer un café, leur parler de leur quotidien, de la pluie et du beau temps. Mais l'idée, c'est d'aborder progressivement la discussion. Ne jamais prendre parti durant l'enquête, finalement, puisque vous êtes simple observateur.
Vous êtes là pour poser des questions, pas pour interagir ou répondre à des questionnements. Et enfin, essayez de faire une synthèse compréhensible. Vous allez obtenir beaucoup d'informations. Toutes ne seront pas utiles pour le projet, mais gardez-les sur un tableau et essayez de synthétiser de manière assez visuelle vos enseignements. Alors maintenant qu'on a parlé de comment comprendre des utilisateurs, on va discuter de ce qu'est valider, ce qu'on appelle valider une hypothèse, valider un projet, valider une véracité technique. Alors, pour ça, je vous propose une méthode qu'on emploie au sein d'Impact Positif, qui est le test auprès d'utilisateurs. Et je vais vous parler de prototypes physiques, numériques et de tests utilisateurs. L'intérêt, finalement, de tester auprès d'utilisateurs, c'est de présenter rapidement un prototype, trouver des futurs utilisateurs. Et ça, j'espère que vous allez pouvoir les obtenir, mais trouver des financeurs, puisque vous allez faire évoluer rapidement votre projet et le rendre très rapidement concret. Alors, on va commencer par un exemple de prototypage physique. Quand on dit prototypage physique, on imagine très rapidement un prototype de voiture assez construit, très défini, avec des belles lignes. On peut faire beaucoup plus simple. Je vais vous donner un exemple de prototypage physique qui est très simple. On emploie avec du Lego Serious Game ou avec une petite maquette. L'idée, c'est de reproduire l'idée de votre projet. Ce n'est pas obligatoirement reproduire fidèlement votre solution, mais c'est de réfléchir au parcours que vont vivre les utilisateurs face à votre solution. Donc là, par exemple, on a fait une séance de travail avec des équipes en interne d'EDF. Donc c'est des membres d'EDF qui ont eu une série d'idées. Et pour concevoir leurs idées, pour les rendre un peu plus crédibles et pour passer d'un simple titre d'idée à une réalité concrète, on leur a proposé de réaliser des parcours utilisateurs. C'est-à-dire qu'ils ont manipulé des Playmobil et des Lego pour voir quels étaient les freins des utilisateurs face à leur solution. Au-delà de ça, ça leur a permis l'après-midi de présenter leurs idées et leurs parcours, donc ces petits déplacements avec des Playmobil et des Lego, auprès de vrais utilisateurs, pour voir si ces vrais utilisateurs étaient en accord avec ce qui était présenté. De la dizaine de projets qui ont été présentés ce jour-là, il y en a vraiment 2 qui sont sortis du lot et qui ont été retenus. Donc ça permet aussi très rapidement de se rendre compte qu'un projet n'a pas toujours d'utilité. Un petit chiffre rapide. En 2019, une enquête britannique a montré que 90% des startups échouaient au bout des 4 premiers mois. Alors, ce n'est pas uniquement du fait d'un manque de sens du projet. Il y a plein d'autres conséquences ou d'autres choses à retenir de ce chiffre. Mais il y a tout de même, je pense, une conclusion qu'on peut tirer, c'est que les projets étaient trop décorrélés d'une réalité. Et ils ne se sont pas assez confrontés à une réalité et ils n'ont pas vu l'intérêt qu'avait le projet pour les utilisateurs, sinon ils auraient certainement poursuivi leur projet. Un exemple de prototype numérique sur lequel on travaille actuellement, donc c'est le réseau R2E, c'est un réseau de chercheurs en entrepreneuriat, donc qui est basé un petit peu partout dans la région. Ils ont pour ambition de réaliser une plateforme numérique qui permettra la collaboration entre différents chercheurs de différentes disciplines et de différentes universités. C'est un projet assez ample et complexe. On a commencé ce projet par une phase d'étude. Donc on a interrogé par téléphone, une enquête téléphonique, les différents chercheurs que le réseau nous ont conseillé de contacter. On a créé un protocole d'enquête et finalement, on a pu tirer des grands enseignements pour la suite du projet. Alors, je vais vous parler plus précisément de leur premier site internet qui sera leur premier prototype, on va dire, ou leur premier MVP. Donc, comment on a fait pour réaliser ce MVP ? Après cette série d'enquêtes, on s'est retrouvé avec nos clients et quelques chercheurs durant des temps d'atelier où on a réfléchi ensemble aux différents parcours qu'allaient avoir les chercheurs sur la future plateforme. Et en plus, sur le premier outil qui va être proposé, donc sur le site internet.
Donc progressivement, on est allé de cette réflexion sur les parcours utilisateurs vers une matérialisation d'un site internet. Donc là, au milieu, vous connaissez peut-être ce genre de maquette, c'est un wireframe. C'est une maquette filaire qui permet de placer les principaux éléments entre eux et de définir un schéma de lecture et une navigation et un placement d'informations et de pouvoir tester rapidement le fond sans questionner la forme, sans avoir de biais par rapport à la forme. Par la suite, on a rendu cette maquette visuelle et on en a créé une interface. On en a fait une interface graphique sur un même outil. Donc là, il n'y a pas du tout de développement. C'est un projet, une interface qui a été réalisée en quelques heures sans aucune ligne de code. Donc pour ce faire, je crois que vous avez un outil qui vous est proposé pendant le Hacking Industry Camp, un simulateur de post-it. Je vous conseille de le reproduire. Là, on a utilisé Miro, qui est un équivalent. Il y en a plein d'autres. Et pour ces deux maquettes, nous, chez Impact Positif, on utilise un outil qui s'appelle Figma. Il y en a d'autres. Il y a Adobe XD, il y a Sketch, qui est très souvent utilisé et qu'on utilise également encore. Mais Figma a cet avantage de pouvoir être utilisé à plusieurs mains pour prototyper des solutions numériques. Alors, je vais maintenant vous parler du test utilisateur, de cette troisième grande catégorie. Donc, un prototype, ça n'a pas beaucoup de sens s'il n'est pas soit présenté, soit testé. Nous, on essaye de tester le plus possible les prototypes avant de les lancer en développement. Dans le cas de ce projet, on n'est pas intervenu sur la phase de conception, mais uniquement sur la phase de test. Donc, c'est l'agglomération de Mulhouse, Mulhouse-Alsace Agglomération, ou M2A, qui a fait appel à nous pour tester leur application de transport, leur application qui permet de gérer les transports. Alors, c'est une application qui permet aussi bien d'acheter un billet de tram, de bus, que de débloquer un vélo ou de prendre une Cities. Donc, dans un premier temps, on a dressé à nouveau des proto-personas, on a évoqué les possibles utilisateurs ou les utilisateurs qui rencontraient déjà avec leur solution existante. Et on a fait des petits visuels comme ça qu'on a envoyés sur les réseaux sociaux pour recruter des testeurs. C'était rémunéré dans ce cas-là, c'est une agglomération qui a fait appel à nous. On les a rémunérés au travers de chèques cadeaux de la ville. Vous n'avez pas toujours besoin de les rémunérer. Il y a plein de gens qui sont favorables à tester des solutions, surtout si elles sont impliquées par le sujet. Et donc, on a identifié un des proto-personas, un des utilisateurs types qu'on avait identifié et potentiels, c'était un touriste. Donc, on a trouvé ces deux personnes qui sont d'origine portugaise et qui ne connaissent pas ou très peu la ville de Mulhouse, pour voir si l'application avait un sens auprès de touristes pour se repérer dans la ville et pour se déplacer dans la ville. Donc on a fait, là vous le voyez à gauche, une série de tests utilisateurs en situation, c'est-à-dire qu'on les a accompagnés dans leur déplacement pendant quelques heures. On a commencé dans un café, on a discuté, et puis après on leur a demandé d'atteindre un objectif qui était de se déplacer à la Cité de l'Auto, par le moyen qu'elles désiraient. Et du coup, en utilisant l'application, elles ont réussi à atteindre leur objectif avec des questionnements. Et nous, on a noté ces différents questionnements et ces différents états de stress et de questionnement. Et on les a restitués sous la forme d'une infographie. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une emotion map et une experience map, où on va décrire le parcours des utilisateurs durant le test. Et vous voyez avec j'espère que vous voyez, mais avec des petits smileys, on voit les zones de mécontentement et les points positifs. Et finalement, on a retranscrit cette expérience et ce parcours au travers d'une courbe qui, malheureusement, dans ce cas précis, est déclinante. Et donc, on passe d'un stade d'utilisateur plutôt content de tester une solution et de se déplacer dans une ville, à un utilisateur qui est embêté. Voilà. Donc, l'intérêt, c'est au-delà de voir ces ressentis, c'est aussi de capter à quel moment, de comprendre à quel moment on peut intervenir, à quel moment on peut peut-être essayer d'améliorer le parcours. Peut-être qu'il faut ajouter une information à un moment clé de baisse d'humeur. Alors, quelques conseils si vous voulez prototyper et faire des tests utilisateurs, quand vous en serez à ce niveau-là. On vous conseille déjà de commencer par prototyper rapidement. Ça ne sert à rien d'avoir une solution picobello ultra finie pour
pour la prototyper. Vous pouvez simplement déjà faire des simili-écrans sur un bout de papier, les présenter pour voir comment les gens réagissent à l'idée. Bien définir également ce que vous cherchez à tester. Essayez de comprendre ce que vous voulez tester, si c'est la qualité d'utilisation de votre solution ou si c'est l'idée générale. Vous n'allez pas faire le même test dans les deux cas. Recruter les bons utilisateurs à nouveau et bien définir les scénarios. Expliquer la démarche et mettre la personne en confiance. À nouveau, il est très important d'expliquer qu'on ne teste pas une personne, mais on teste la qualité d'une solution. S'il y a un échec, il n'y a pas un échec de la personne, mais c'est la solution qui est à remettre en question. Par contre, il ne faut jamais aider ou intervenir durant le test. Si votre prototype est non fonctionnel et s'il y a des bugs techniques ou si la personne ne comprend pas, n'essayez pas de la guider. Vous avez repéré un problème et un problème qu'il faudra résoudre. Donc c'est plutôt bénéfique de se rendre compte de problèmes durant un test utilisateur. Donc n'essayez pas de les aider. Et enfin, essayez de soigner votre prise de notes. On a des très bons outils pour bien segmenter la prise de notes en définissant ce qui se passe bien, ce qui se passe moins bien. Et donc essayez de vraiment être clair dans votre prise de notes. C'est peut-être un peu scolaire, mais c'est essentiel. Enfin, le troisième point sur lequel j'aimerais intervenir, c'est la valorisation. Et comment est-ce qu'une enquête, finalement, peut permettre de valoriser un projet ? Finalement, une enquête, ça crée un lien fort avec des utilisateurs. Ça peut créer, dès le début d'un projet, dès le stade de l'idée, un lien fort avec des utilisateurs qui pourront vous accompagner tout au long de la conception et de la production de votre solution, et même une fois qu'elle sera en ligne ou qu'elle sera concrètement existante. Alors, l'intérêt de créer ce lien fort, c'est finalement d'être au fait des évolutions de comportement, de comprendre pourquoi vos utilisateurs qui utilisaient votre solution pendant 6 mois, du jour au lendemain, ont arrêté d'utiliser votre solution. Ça permet également de la faire évoluer dans le temps, en s'adaptant à leur changement de comportement et à un marché qui fluctue, de mieux comprendre le marché finalement. Et ça permet de proposer des services et produits complémentaires si c'est bénéfique pour l'expérience vécue par l'utilisateur. Et de créer un vrai échange avec les utilisateurs. À terme, ce qui est très intéressant, c'est de créer une communauté d'utilisateurs, c'est d'avoir un vrai échange concret avec les utilisateurs assez fréquent. Alors comment on crée une communauté d'utilisateurs ? Déjà, c'est de définir les bons canaux de communication, de bien choisir par quel réseau social, par quel système de communication on va s'adresser à lui, puisqu'il y a une multitude de canaux actuellement, Twitch, Facebook, LinkedIn ou autres, et que chaque utilisateur, en fonction de son âge et de ses loisirs et envies, va utiliser un autre réseau. C'est d'évoluer avec vos utilisateurs, je l'ai déjà dit plus haut, mais c'est d'essayer de toujours les comprendre et de faire évoluer vos solutions, donc d'avoir des solutions et un principe plutôt agile de conception et d'évolution. C'est d'être transparent avec eux. S'il y a un souci sur votre solution, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les inclure dans ces questionnements. Et en même temps, de ne pas trop en demander. Il y a une tendance qui est de vraiment demander beaucoup d'informations à ses utilisateurs. Mais à un moment, un utilisateur, ça reste une personne qui vous rend service. Et un membre d'une communauté d'utilisateurs, même s'il fait partie de la fanbase ou s'il est vraiment accro à votre produit, à un moment, il va se lasser des demandes. Alors maintenant, pour finir, j'aimerais vous donner un petit conseil pour le HIC, un petit exercice pratique qui peut vous permettre de faire évoluer votre projet très rapidement et de vous confronter à la réalité. C'est déjà de créer un proto-persona. Un proto-persona, ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps. Essayez de le créer en équipe ou d'échanger sur ce proto-persona en équipe. Donc d'essayer de dessiner un petit avatar, lui donner un prénom pour cet utilisateur, une tranche d'âge, une profession ou une situation, et un lien avec votre projet. On peut ajouter plein d'autres informations, mais pour un premier proto-persona, c'est déjà intéressant. Après, finalement, c'est d'appeler 3 personnes qui vont coïncider avec ce proto-persona. Les appeler et simplement leur poser 3 questions. Ça ne va pas vous prendre beaucoup de temps, mais simplement leur demander comment actuellement ils font.
sans votre solution, comment ils font actuellement pour résoudre un problème, pour atteindre un objectif. Et quel problème est-ce que ces personnes rencontrent? Quel problème rencontrez-vous finalement? Une question simple, mais qui va vous permettre aussi d'imaginer des solutions plus concrètes et plus ancrées dans la réalité. Et seriez-vous prêt à changer vos habitudes? Peut-être qu'ils sont très attachés à leur méthode actuelle ou qu'ils ne sont pas prêts à la faire évoluer pour une raison qui leur est propre. Et je ne vais pas vous laisser sur ces mots, je vais vous proposer un dernier petit jeu. Alors, comme avec notre Mexicain de tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? Je vous laisse quelques secondes. C'est beaucoup plus compliqué. Eh bien, c'est un bretzel dans l'espace, puisque je vous conseille de viser haut, mais de commencer vraiment sur Terre, mais de ne pas oublier que vos projets peuvent aller loin. Voilà, merci beaucoup et bonne journée.